Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Ndé Ayoka, au sommaire de cette édition. La vice-présidente américaine Kamala Harris a tenté d'approfondir et de recadrer les relations des États-Unis avec l'Afrique au cours d'un voyage stratégique d'une semaine sur le continent. Le gouvernement ougandais table sur une croissance économique supérieure à 7% à partir de 2025, et cela grâce à la récente entrée en production des gisements pétroliers dans la région du lac Albert. Pour finir, les pays d'Afrique francophone ont réalisé en 2022 les meilleures performances d'Afrique subsaharienne en matière de croissance économique pour la 9e année consécutive. Le déplacement de Kamala Harris au Ghana, en Tanzanie et en Zambie revêt une dimension particulière puisqu'il est la dernière initiative en date prise pour renforcer les liens entre les États-Unis et l'Afrique. Est-ce que cette relation peut réellement être redéfinie comme l'a indiqué Kamala Harris à Accra? Plus de détails maintenant. Après l'inertie de l'administration Trump, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, est venue réaffirmer la volonté américaine de bâtir avec les pays africains un partenariat gagnant-gagnant. Dimanche, l'adjointe de Joe Biden a entamé sa visite d'une semaine sur le continent. Première étape, Accra, la capitale ghanéenne, où elle a promis des investissements et bien sûr de l'aide. J'ai l'intention de travailler pour augmenter les investissements sur le continent et faciliter la croissance économique et les opportunités. Les États-Unis le savent, ils doivent contrer la Chine et la Russie qui ont des intérêts bien ancrés en Afrique. Pékin s'est imposé ces dernières années grâce à des initiatives en matière d'infrastructures, à des prêts et à l'expansion des réseaux de télécommunications. Le Ghana, par exemple, a conclu un accord de 2 milliards de dollars avec une société chinoise pour développer des routes et d'autres projets en échange d'un accès à un minerai clé pour la production d'aluminium. La guerre en Ukraine a renforcé l'importance de l'Afrique dans la politique internationale et en parallèle a intensifié les batailles géopolitiques. Dorénavant, le narratif doit changer. Le gouvernement américain a d'ailleurs évoqué le sujet lors du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Dans le cadre de cet effort visant à élargir la part des investissements américains dans la région, les États-Unis ont promis en décembre de consacrer 55 milliards de dollars au continent africain. Le mois suivant, la secrétaire américaine au Trésor évoquait à son tour le potentiel économique massif que représente l'Afrique du fait de sa démographie. Quels sont les enjeux de la visite de Kamala Harris sur le continent africain? Pour en discuter, nous recevons Paul Baker, le PDG d'International Economics Consulting. Monsieur Baker, bienvenue dans Business Africa. La relation des États-Unis avec l'Afrique a jusqu'à présent été basée sur l'aide. Est-ce qu'elle peut réellement être redéfinie comme le souhaite le gouvernement américain? Je pense que c'est ça l'objectif de l'administration américaine, s'éloigner de l'État et s'orienter vers la bonne gouvernance et la gouvernance mondiale générale, ainsi que vers le développement économique et plus d'investissement. Je pense que c'est dans ces 3 domaines que les États-Unis aimeraient jouer un rôle plus important en Afrique. Les États-Unis ont souhaité écarter la visite de Kamala Harris sur le continent africain de sa rivalité avec la Chine. Pourquoi on a l'impression qu'encore une fois, l'Afrique est coincée au milieu de cette partie d'échecs entre la Chine et les États-Unis? Oui, vous savez, les États-Unis ont un intérêt assez fort à contrebalancer les investissements chinois en matière d'infrastructures numériques et aussi d'infrastructures générales. L'accès aux minerais, qui devient maintenant assez critique pour beaucoup de pays développés, a aussi son importance. Il y a un contrepoids qui essaie d'être créé. Plusieurs pays d'Afrique connaissent une croissance très rapide. La ZLECAf, bien sûr, est un signal que le continent se dirige vers une nouvelle ère en termes de commerce et de développement. Les États-Unis aimeraient donc profiter des opportunités du marché africain. Compte tenu des investissements chinois en Afrique, qu'est-ce que les États-Unis ont à offrir aux nations africaines? L'une des choses les plus importantes que les États-Unis proposent, c'est de soutenir un siège permanent au G20 pour l'Union africaine. Et je pense que c'est quelque chose d'assez unique. Ils ne l'ont pas proposé, par exemple, aux pays asiatiques ou à l'Organisation des États américains.
Je pense une fois encore qu'au niveau géopolitique, la présence de l'Afrique est très importante. Les États-Unis ont déjà pris des engagements très importants à hauteur de 55 milliards de dollars en faveur du continent africain au cours des 3 prochaines années. Et ce, afin de soutenir spécifiquement l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il s'agit d'investir dans des domaines où la Chine n'est pas toujours très présente, comme le capital humain, l'agriculture, les systèmes de santé et la sécurité. Et investir dans des partenariats commerciaux. Les États-Unis ont encore beaucoup à offrir à l'Afrique. Nous savons également que les relations avec la Chine se sont détériorées dans certains pays africains. Les États-Unis voient donc une opportunité de combler ce fossé. Lors du sommet États-Unis-Afrique à Washington, le gouvernement américain a signé des accords avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Quel est l'intérêt pour les États-Unis d'investir dans l'amélioration des échanges intra-africains ? Oui, vous avez raison. Les barrières commerciales avec l'Afrique sont assez élevées et elles resteront en place avec la ZLECAf. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement. Il est évident que le but pour l'Afrique, c'est aussi de commercer avec le reste du monde. D'ailleurs, actuellement, la plupart de ces échanges se font avec le monde extérieur et non pas à l'intérieur de l'Afrique. La ZLECAf a donc créé de nouvelles opportunités, mais cela ne signifie pas pour autant que les pays africains cesseront de commercer avec le reste du monde. Les États-Unis étant un marché très important, par exemple grâce à l'AGOA, sont une destination majeure pour les exportations vers l'Afrique. Je pense donc qu'il existe des opportunités en Afrique, mais aussi au niveau mondial. L'urgence s'est peut-être accélérée et l'administration Biden aimerait réparer certains des dommages causés par l'administration précédente. Les États-Unis ont toujours regardé vers l'Afrique, mais il est vrai que pour eux, ce n'était pas la plus grande des priorités, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu le cas. Pour les Américains, il existe un risque géopolitique de perdre une partie de leur domination et de leur influence dans cette région. Monsieur Paul Baker, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce fut un plaisir. Après avoir lancé en janvier le forage de plusieurs puits de production dans le cadre d'un méga projet pétrolier, l'Ouganda prévoit une réduction de sa dette et une augmentation de sa croissance économique de 7% à partir de 2025. Lorsque l'Ouganda commencera à produire du pétrole en 2025, la croissance économique devrait atteindre 7% selon le ministère des Finances du pays. L'entrée en production de gisements pétroliers permettrait également à la dette publique d'amorcer une tendance à la baisse. En janvier dernier, l'Ouganda inaugurait un programme controversé de forage dans le champ pétrolier de Kingfisher. Selon les estimations, la région du lac Albert recèle une quantité de pétrole brut estimée à 6,5 milliards de barils, dont environ 1,4 milliard considérés comme récupérables. Pour l'économiste ougandais Julius Mukunda, les prévisions du gouvernement pourraient impacter la dette massive du pays. Notre argument, explique-t-il, est qu'à l'heure actuelle, nous ne devrions pas planifier un budget basé sur les perspectives pétrolières. En effet, nous avons déplacé 3 ou 4 fois la dette liée au forage pétrolier. Nous ne sommes pas très sûrs que le pétrole arrivera en 2025. C'est pour cette raison que nous avons emprunté en fonction de la possibilité d'extraire du pétrole. Le président ougandais Yoweri Museveni a décrit le projet comme une source économique majeure. Les réserves pétrolières de l'Ouganda pourraient durer entre 25 et 30 ans, avec un pic de production estimé à 230 000 barils par jour. L'Afrique subsaharienne francophone demeure le moteur de la croissance africaine. Selon un rapport du Fonds monétaire international, le bloc francophone a affiché un taux de croissance annuel de 4,4% contre 2,9% pour l'Afrique subsaharienne non francophone. Pour la 9e année consécutive, l'Afrique subsaharienne francophone a globalement réalisé les meilleures performances économiques du continent en 2022. Dans son dernier rapport, la Banque mondiale démontre que le bloc francophone a enregistré une croissance globale de 4,4%, tandis que le reste de l'Afrique subsaharienne, essentiellement anglophone, enregistrait un taux de 2,9%. Le Nigeria et l'Afrique du Sud, gros producteurs de matières premières, ont respectivement connu une progression annuelle de 2,3% et 0,9% en 2022. 'L'Afrique subsaharienne francophone demeure le moteur de la croissance africaine. Selon un rapport du Fonds monétaire international, le bloc francophone a affiché un taux de croissance annuel de 4,4% contre 2,9% pour l'Afrique subsaharienne non francophone.
Bien que le Nigeria soit un grand producteur de pétrole, le pays souffre d'une baisse continue de sa production en la matière, alors même qu'il n'est toujours pas parvenu à diversifier son économie, dont les exportations reposent encore à plus de 90% sur les hydrocarbures. De son côté, l'Afrique du Sud souffre de la baisse de son activité minière, dont elle est encore fortement dépendante, ainsi que de l'effondrement de ses capacités de production d'électricité. En Afrique de l'Ouest, l'espace UEMOA confirme son statut de plus vaste zone de forte croissance du continent avec une progression annuelle de 5,6% en moyenne sur la décennie 2013-2022. Pour ce qui est de l'endettement, seuls 2 pays francophones font partie des 10 pays subsahariens les plus endettés fin 2022. Dans l'ensemble, la dette publique de l'Afrique subsaharienne francophone est estimée par le FMI à 49,7% du PIB fin 2022, contre 60,6% pour le reste de l'Afrique subsaharienne. C'est la fin de cette édition de Business Africa. L'information continue sur Africa News et sur toutes nos plateformes digitales.